À regarder de plus près, dans les rushs tournés par les opérateurs, on s'aperçoit bien évidemment que le corps expéditionnaire compte lui aussi son lot de blessés et de morts. Mais il ne faut pas le dire à la métropole. Tout juste lui montrera-t-on des hélicoptères qui s'en vont prendre en charge des blessés bien convenables pour les rapatrier dans les hôpitaux d'Hanoï ou de Saïgon. La patrie doit savoir que le sang de ses enfants est économisé. La patrie doit savoir. Et pourtant elle s'en moque pas mal. Ce qui intéresse les Français, c'est le prix du pain, le taux d'inflation, la reconstruction, mais pas ce conflit si lointain et si peu glorieux malgré les efforts des opérateurs pour en exalter l'héroïsme. Contrairement à ces images qui nous montrent un corps expéditionnaire bien équipé, lourdement armé de canons, de chars, de bulldozers, d'avions, d'hélicoptères, de navires de combat, la réalité est tout autre. La plupart des navires qui amènent les troupes en Indochine sont prêtés par la Grande-Bretagne. Les avions sont des bombardiers B-26, des transporteurs Dakota cédés par les États-Unis. L'Indochine concentre enfin dangereusement les moyens militaires français. 40% des officiers et 80% des sous-officiers. 50% des forces navales françaises y sont envoyées. La défense de la métropole, à l'heure de la guerre froide, est sacrifiée au profit d'un conflit qui met l'armée française au bord de la rupture. Pourtant, le corps expéditionnaire manque de munitions et surtout il manque de renforts. En 1946, Leclerc estimait qu'il fallait 500 000 hommes pour tenir le pays. Or, en 1950, il y en a seulement 170 000, dont plus de la moitié sont des soldats coloniaux. Tirailleurs algériens ou tunisiens, tirailleurs sénégalais ou encore supplétifs vietnamiens. Le pouvoir politique qui ordonne la guerre est avare de ses deniers et de ses hommes. Pour la dernière fois, comme à Verdun, des Français, des Nord-Africains, des Africains et autres soldats de l'Empire vont se battre côte à côte. De son côté, la propagande Viet Minh invite les troupes coloniales à déserter et à se rebeller. Avec 400 Nord-Africains et une centaine de Sénégalais ayant faussé compagnie à l'armée française, on ne peut pas vraiment parler de succès pour le Viet Minh. Mais combien de coloniaux sont-ils lentement gagnés par l'idée subversive d'indépendance ? Des désertions, il y en a aussi parmi les Français. Peu en réalité, moins de 300. Pour la plupart, des militants communistes qui s'étaient engagés en 1944 contre l'Allemagne, avaient rempilé en 1945 contre le Japon et qui finissent par allier le Viet Minh. On les appellera les soldats blancs d'Ho Chi Minh. Pour disposer de troupes nombreuses, il y aurait bien la solution d'utiliser le contingent, comme le réclament certains généraux, mais le gouvernement refuse absolument. Seuls les engagés iront crapahuter dans les montagnes tonkinoises ou les plaines marécageuses cambodgiennes, par période de 27 mois. Pourquoi faire cette guerre si on ne l'assume pas et si l'on ne s'en donne pas les moyens? Il y a des heures où nous sommes si découragés que nous avons envie de tout abandonner, écrit un sergent à sa femme. Très vite, les combattants d'Indochine comprennent que cette guerre est ingagnable militairement et que l'issue du problème ne dépend pas d'eux. Ils tiendront parce que c'est leur métier et qu'ils se sont engagés pour se battre, et par goût de l'aventure. Comme ces parachutistes qui symbolisent l'esprit de corps porté au paroxysme. Lyrique, la propagande de l'armée n'hésite pas d'ailleurs à présenter les paras comme des surhommes. Quel est cet homme? Il a suivi, avec tant d'autres, l'entraînement sportif intense des troupes d'élite.
Il a appris à être un homme au corps rompu à toutes les difficultés, à tous les efforts. Après cet entraînement qui a fait de lui un combattant de choc, il a connu la minute poignante du saut d'opération. Il a participé à ses progressions dans la jungle tropicale, à ses coups de main, où il a appris à secourir aussi bien ses ennemis que ses frères d'armes, à ses débarquements amphibies sur les plages exotiques. Mais il connaît aussi la beauté et la grouillante activité de l'Asie, sa culture raffinée, ses cérémonies religieuses, ses rites. Vous pouvez être cet homme. Devenez parachutiste colonial. Virilité, action, exotisme, il y a de quoi vouloir s'engager. Mais la réalité est parfois moins exaltante. L'armée française ne semble pas avoir de stratégie claire, et c'est la valse des généraux au poste de commandement en chef. Pas moins de 8 chefs entre 1946 et 1954. Alors qu'en face, le cap de la guerre révolutionnaire est fixé sans faiblir par Ho Chi Minh et le général Giap. Le commandement de l'âtre de Tassigny ne sera qu'une parenthèse. Après avoir remporté 3 victoires sur les soldats de Giap, le roi Jean, comme l'appellent affectueusement ses hommes, doit rentrer en France, épuisé par la maladie et miné par la mort de son fils Bernard, tué au combat. Pour sensibiliser l'opinion, l'armée crée les magazines Indochine Terre Française et Caravelle, largement illustrés par les images de Jean Petit, Pierre Ferrari ou encore Jean Perrot. Mais la France s'en fiche, et la presse ne consacre au mieux que des entrefilets à l'Indochine. Par anticolonialisme et solidarité avec Ho Chi Minh, le puissant parti communiste refuse de voter les crédits de guerre et organise des manifestations. Les dockers de la CGT et les cheminots refusent d'acheminer le matériel militaire ou de l'embarquer. Ne vous fiez pas à ces images de soldats embarquant joyeusement à Marseille au son de la fanfare et saluant les badauds ou les familles à quai. Souvent, les engagés embarquent sous la protection de la police et sous les insultes des dockers. Fascistes, assassins. Et quand ils débarquent, ils sont accueillis par les graffitis du Viet Minh que les opérateurs filment furtivement. Dans ses vœux aux soldats du corps expéditionnaire, en janvier 1946, le général Leclerc avait déjà senti le malaise. Soyez sûr que le pays, souvent mal informé aujourd'hui, vous en exprimera demain sa reconnaissance. Mais il se trompait. Si l'armée est sans véritable stratégie et sans réel soutien, ces opérateurs cinématographiques sont pour leur part sans instruction claire. Ils jouissent donc d'une liberté presque totale et peuvent filmer ce qu'ils veulent. Fascinés par un pays qu'ils découvrent et des populations dont plus d'un tombe sincèrement amoureux, ils se livrent à d'étonnants reportages ethnologiques. Grâce à Lucien Millet et Gérard Py, les Français sauront tout sur la récolte du riz, sur son battage par des bœufs ou par les hommes. Ils découvriront les mœurs de l'ethnie des Méos, leur culte des esprits, leur danse, leur habitude de sacrifier un animal pour guérir un malade. Ils pénétreront avec la même curiosité exotique le quotidien de l'ethnie Moy, leur nature pacifique et leurs femmes au sein nu. Les opérateurs seront charmés par les danses et les chants de l'ethnie Thaï. Ils découvriront émerveillés la prodigieuse cité d'Angkor au beau milieu de la jungle khmer.